Bonsoir à tous et bienvenue sur une nouvelle émission du Fil des Postes. Alors aujourd'hui, une émission peut-être un peu plus relaxe que d'habitude, mais néanmoins très intéressante puisque nous allons parler d'idéologie woke, de culture woke et surtout de financement, et en particulier de financement public, qui est un sujet, comme vous le savez, qui m'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler, alors on va revenir justement sur l'affaire qui a fait beaucoup parler d'elle cette semaine. Vous savez, cette fameuse pièce de théâtre qui s'appelle donc Carte noire nommée Désir et qui a fait donc un gros scandale, on peut dire ça comme ça, cette semaine sur les réseaux sociaux, dans les médias, puisque voilà, vous avez tous vu sans doute passer cette photographie, donc extraite de ce spectacle, où on voit une des actrices, noire donc, qui donc se pavane, se balade en tout cas, sur la scène avec des espèces de manches à balai sur lesquelles sont embrochées des poupées de bébés blancs. Donc voilà, ça fait évidemment tout un scandale, etc., etc. En tout cas, voilà, c'est une pièce de théâtre qui se définit comme étant queer et afroféministe. Donc voilà, ça vous donne déjà la teneur générale de la chose, et donc bon, on va y revenir, on va en parler. Et donc ça tombe très bien, tout ça, c'est une actualité intéressante, puisque, comme vous le savez, je prépare actuellement le prochain numéro du FSM, de la revue du FSM, dans laquelle je vais notamment donc aborder le sujet du capitalisme woke, ses origines, ses dynamiques, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, quel est son avenir aussi. Et donc c'est un sujet absolument capital aujourd'hui. Actuellement, c'est un sujet très important qui à mon avis est vraiment beaucoup trop isolé et mis de côté dans nos milieux d'une façon générale. Et donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé le Fonds Saint-Mathieu. Et donc si le sujet vous intéresse, et il devrait vous intéresser absolument, non seulement à titre personnel mais aussi à titre collectif, eh bien je vous recommande chaudement peut-être de vous abonner par exemple à la revue du FSM sur fsm.capital, ou même encore mieux, de rejoindre tout simplement le Fonds Saint-Mathieu. C'est encore possible de rejoindre le Fonds Saint-Mathieu en tant que membre pionnier, pendant quelques temps, mais pas trop longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, et encore une fois, ça devrait absolument vous intéresser, car c'est très important pour les années qui viennent, et on va le voir d'ailleurs par cet exemple aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Donc on va d'abord revenir un petit peu sur le sujet, on va introduire tout ça, et ensuite on va revenir sur l'aspect financement, qui est évidemment le plus important de cette affaire. Donc comme vous le savez, il y a quelques jours, il y a une pièce de théâtre intitulée Carte noire nommée Désir, qui a défrayé la chronique en France. Elle n'est pas faite pour ce monde dont elle ne peut pas lire le mode d'emploi. Les femmes de sa vie lui disent de ne pas laisser le soleil lui taper sur la tête, que le zénith la tuera. Elle veut suivre la lumière tant qu'elle est là. Tant pis si elle surchauffe, si elle éclate en plein vol, il faut qu'elle fuit l'ombre dans laquelle on la contient. Puisqu'on a vu tous ces extraits, vous avez sûrement vu ces extraits, voilà, sur Twitter ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, ces extraits de la représentation notamment qui a eu lieu au Festival d'Avignon et qui ont donc tourné en boucle, où on voit effectivement, on voit ce spectacle qui en fait, c'est un spectacle complètement à l'image en fait de l'idéologie woke. C'est vraiment une incarnation en fait de l'idéologie woke, intersectionnelle, etc. Où on voit effectivement donc une dizaine en tout cas de femmes racisées qui se baladent sur scène, font n'importe quoi. Enfin, on comprend rien, c'est complètement grotesque. Mais c'est surtout aussi très dégoûtant puisque la moitié d'entre elles sont à poil. Il y en a j'ai vu des extraits, c'est n'importe quoi. Il y en a qui vomissent quasiment les unes sur les autres. Vous avez d'autres scènes où c'est encore plus dégueulasse. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais surtout, en l'occurrence, outre le caractère répugnant du spectacle, qui accumule des scènes de nudité, de débauche sans queue ni tête, mais en fait, le public français a surtout particulièrement été choqué par un passage de la pièce dans lequel l'une des actrices, donc, comme je l'ai dit, déambule avec des poupées de bébés blancs embrochées là sur une sorte de manche à balai. Donc voilà, l'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les médias, évidemment, notamment dans les médias de gauche, qui sont venus, ils sont venus à la rescousse, évidemment, des auteurs. Par exemple, Libération a fait un article dans lequel il dénonce les agressions racistes de la fachosphère. Donc vous voyez un petit peu l'inversion accusatoire. Voilà, on a une pièce clairement afroféministe et compagnie, où on voit une actrice se balader avec des bébés, des poupées de bébés blancs embrochés, mais c'est le public en fait qui est homophobe, qui est raciste, etc. Voilà, c'est pas très étonnant de la part de Libération, mais passons. Alors de la même façon d'ailleurs, le Festival d'Avignon a fait un communiqué de soutien pour là aussi dénoncer des agressions à caractère raciste dont auraient été victimes les actrices donc depuis la médiatisation de cette affaire.
Alors, c'est quoi ce spectacle exactement? Enfin, qui sont les acteurs principaux? Alors, premièrement, ce spectacle, c'est l'œuvre de la Compagnie dans le ventre. Donc, c'est la troupe de théâtre qui a été créée et dirigée donc par la réalisatrice de cette pièce, qui s'appelle Rebecca Chaillon, et qui est présentée par Le Monde comme étant, je cite, la figure d'un renouveau théâtral queer et afroféministe, qui travaille le rapport au corps, aux identités et aux questions décoloniales à travers la performance artistique. Et on lit aussi une description de la pièce en question sur le site du Festival d'Avignon. Alors là, écoutez bien parce que c'est vraiment délicieux, c'est un délice de litanie wokiste, je cite. Le sujet de cette pièce, c'est la figure de la femme noire comme objet de fantasme. Une image bien lointaine de leur quotidien au creux d'une société française qui ne les autorise à être qu'au service des autres. Ensemble, dans un joyeux chaos, les actrices construisent un spectacle vérité qui fait magistralement voler en éclats l'imaginaire colonial et son cortège de clichés. Des clichés tenaces, racistes, sexistes. Rien de lénifiant ni de moralisateur pourtant dans cette pièce. Ces 8 guerrières de la performance irradient de leurs incroyables présences ce brillant et féroce brûlot qui dynamite nos repères dominants. Voilà, c'est vraiment magnifique, on croirait que c'est Sandrine Rousseau qui a écrit ce texte. Enfin, peu importe, en tout cas, cette description permet de comprendre le message que la pièce, donc Carte noire nommée Désir, essaye de nous transmettre. Alors, de ce que j'en ai compris, je suppose qu'il s'agit en fait, en quelque sorte, d'exprimer et de célébrer les identités corporelles des femmes noires face à l'oppression supposée du patriarcat hétérosexuel blanc. Alors, juste un petit commentaire. Encore une fois, c'est pas mon but de commenter la qualité artistique de cette pièce, puisque manifestement la qualité est absolument absente. Mais je suis pas certain, en fait, si vous voulez, je suis pas certain que le fait que cette dénonciation se fasse par des scènes de débauche aussi grotesques et aussi dégoûtantes, je suis pas certain que ce soit vraiment la façon la plus noble et la plus pertinente, si vous voulez, de dénoncer cette soi-disant oppression. Parce que rappelez-vous que le sujet de cette pièce, soi-disant, c'est de dénoncer l'hypersexualisation dont seraient victimes les femmes afrodescendantes. Donc je suis pas sûr que ce pavané à poil, voilà, avec des scènes complètement ridicules de débauche, des scènes répugnantes, on va dire, je suis pas sûr en fait que ça participe à la dénonciation efficace de l'hypersexualisation des femmes afrodescendantes, et je trouve même qu'en fait que c'est complètement hypocrite et contradictoire, parce que toute cette culture woke, elle consiste en quoi finalement? Elle consiste à célébrer, en l'occurrence, la sexualité libre, toutes ces conneries-là, et en particulier, je dirais on voit beaucoup de ces théoriciens du wokisme, par exemple, célébrer, vous savez, toutes ces expressions corporelles dégradantes, en fait, qu'on voit par exemple dans la culture rap. Et là, c'est là où je vois vraiment une grosse hypocrisie, si vous voulez, parce que si on veut parler d'hypersexualisation, moi je suis désolé, il suffit de regarder un petit peu la culture noire américaine actuellement. Je veux dire, c'est un désastre. Les conservateurs noirs américains s'arrachent les cheveux quand ils voient effectivement que la culture noire, ce qui est célébré, je sais pas, moi sur MTV, ou en tout cas voilà dans la culture populaire, on va dire, voilà, c'est quoi? C'est le twerk, c'est les femmes prostituées du genre Cardi B et compagnie, Nicki Minaj et compagnie. Voilà, donc parler de dénoncer l'hypersexualisation dont seraient victimes les femmes afrodescendantes, alors que ces mêmes personnes, en réalité, valident totalement justement l'hypersexualisation qui est produite justement par cette soi-disant culture noire, eh bien voilà, c'est complètement, enfin ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucun sens, mais bon voilà, on ne sera pas étonné, je veux dire, ces gens-là n'ont absolument aucune intelligence. Enfin peu importe. Alors juste un autre petit détail aussi par rapport à cette pièce. En fait, il s'est avéré que les organisatrices du spectacle, en fait, pratiquaient une forme de ségrégation raciale de leur public, c'est-à-dire que si vous êtes un blanc hétérosexuel et compagnie, les organisatrices vous placez en fait à certains endroits, donc dans le public, c'est-à-dire dans les gradins un petit peu loin de la scène. Par contre, si vous êtes racisé ou homosexuel ou transsexuel, là, on vous invite à venir justement au premier rang, dans les fauteuils, etc., etc. Donc c'est assez bizarre parce que c'est carrément revendiqué. J'ai vu ça sur un article, voilà, où ils disent clairement, voilà, oui, on fait ça, il y a aucun problème. Parce qu'il me semble que, voilà, ça me semble légèrement illégal de faire ça, mais bon. Peu importe, donc c'est assez cocasse, on va dire. Mais ce qui est moins cocasse, c'est évidemment que ce genre de spectacle, premièrement, on va le voir, est subventionné par les contribuables. Il est subventionné par les finances publiques. On va le voir par qui et comment.
Et vous allez voir que c'est très étonnant. Hein. Vous allez voir que c'est très étonnant. Il y a des découvertes, enfin voilà, j'ai fait des découvertes quand même assez surprenantes à ce sujet-là. Mais l'autre côté vraiment très pénible avec cette culture woke, évidemment, c'est qu'elle participe à accentuer, si vous voulez, l'état d'hystérisation permanente dans lequel se trouve la société française. Je veux dire, voilà, on a vu, il suffit de regarder, si vous voulez, les dernières années, en particulier les dernières semaines. Voilà, il me semble qu'on n'a pas vraiment besoin de davantage d'hystérie, de division, etc. Alors qu'on est dans un pays clairement complètement éclaté, une société voilà complètement divisée, complètement fragmentée, comme vous le savez. Mais bon, comme je l'ai dit, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas vraiment de commenter la qualité de cette œuvre d'art, puisqu'il n'y a pas de qualité du tout. C'est absolument nul. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie économique de ce type de production artistique et donc la source de leur financement. Comment est-ce que tout ça s'est financé? Parce que là, clairement, on est sur, encore une fois, l'incarnation même de l'idéologie wokiste. Hein, cuir, afroféministe, etc., etc. C'est vraiment le combo total. Alors tout d'abord, il est utile d'apprendre qui sont les producteurs de ce spectacle. Quelle est la boîte de production qui est derrière? La boîte de production, ou plutôt le bureau de production qui a donc produit cette pièce, c'est un bureau parisien qui s'appelle L'Œil Écoute, et qui a été fondé et qui est dirigé par une certaine Madame Mara Teboul, laquelle n'est pas afroféministe. Je le signale au passage. Alors c'est intéressant parce que quand on va sur le site justement de ce bureau de production, on voit que les compagnies de théâtre qui sont présentées, qui sont donc promues et donc représentées en fait par cette boîte, eh bien elles sont toutes, absolument toutes, dans la même ligne artistique wokiste en fait, hein, que cette pièce dont on parle aujourd'hui là. Et surtout, on remarque que toutes les productions, en tout cas c'est ce que j'ai vu hein, en étudiant le sujet, toutes les productions semblent être cofinancées par des structures qui possèdent un statut de mission d'intérêt public. Donc on voit que toutes les productions, toutes les pièces de théâtre et compagnie, tous les spectacles de cette boîte-là, en fait, sont systématiquement cofinancés par des centres de dramaturgie nationaux, des établissements culturels, des théâtres municipaux ou nationaux, maisons de la culture et compagnie. Donc tout ça, toute cette culture-là, en fait, en tout cas en France, hein, c'est clairement le cas, est quand même largement financée par le denier public. Et ça, c'est problématique, évidemment. C'est très problématique, parce que c'est une question politique, tout ça. Et ça se vérifie particulièrement dans le cas, justement, qui nous intéresse, le cas de la compagnie dans le ventre. Hein. Donc la compagnie dans le ventre, c'est celle de cette fameuse Rebecca Chaillon, c'est la compagnie donc qui joue, justement, cette pièce-là, Carte Noire nommée Désir. Alors je suis allé voir, justement, quels étaient les organismes publics qui avaient participé, éventuellement, qui avait octroyé des subventions donc à cette troupe et donc à cette pièce. Eh bien, figurez-vous qu'un examen de la délibération numéro 2021-01-403 de la commission permanente du Conseil régional des Hauts-de-France, lequel se trouve sous la présidence d'un certain Xavier Bertrand. L'examen de cette délibération nous montre que le 5 octobre 2021, cette collectivité a octroyé une subvention de 15 000 € à l'association donc de Rebecca Chaillon, en particulier justement dans le but de produire justement une tournée autour de cette pièce Carte Noire nommée Désir. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, puisque sur les 56 élus présents ou représentés donc lors de la commission permanente, hein, donc tout ça, ça passe par des commissions permanentes, si vous connaissez un petit peu les finances publiques et les collectivités territoriales, eh bien, sur ces 56 élus, tous, sans exception, tous ont voté en faveur de cette subvention. Alors bien sûr, lors de ces commissions-là, il n'y a pas que... en général, c'est pas monothématique, en tout cas, je veux dire, c'est pas juste ciblé sur une seule association. Donc là, si vous regardez, par exemple, le tableau financier de la délibération, il y a plusieurs autres associations ou troupes de théâtre qui ont aussi reçu des subventions. Il y avait une subvention globale, une enveloppe d'à peu près 272 000 €, je crois. Donc voilà, après ils répartissent ça justement entre les différentes troupes de théâtre qu'ils veulent subventionner. Donc voilà, tous les élus présents ont tous voté en faveur de cette subvention pour la troupe de théâtre qui donc a produit la pièce Carte Noire nommée Désir. Mais qui trouve-t-on justement parmi les 51 élus qui étaient eux présents lors de la délibération? Qui est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve deux élus du Rassemblement national, messieurs Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy. Tous les deux ont voté pour l'octroi de cette subvention, comme vous pouvez le voir ici, sur donc cet extrait de la délibération. Donc c'est quand même problématique tout ça, parce que je veux bien admettre, encore une fois, vous savez,
pour certains d'entre vous, vous savez que je travaille justement dans les finances publiques. Donc je sais très bien que ces commissions permanentes peuvent être longues, peuvent être pénibles pour les élus, etc., etc. Mais je vous rassure, hein, c'est beaucoup plus pénible de notre côté, du côté des finances publiques, de ceux qui sont à l'exécution, à la prévision, etc. C'est quand même beaucoup plus compliqué, me semble-t-il, me semble-t-il. Mais pourquoi pas, je veux bien admettre que voilà, ces séances de commission sont assez longues, etc. Mais quand même, étant donné les enjeux, notamment les enjeux culturels auxquels nous avons à faire face aujourd'hui, il me semble que les électeurs et les militants du Rassemblement national peuvent se poser quand même des questions. À quoi servent en fait ces élus, les élus d'un parti de droite nationale, soi-disant, qui est donc censé défendre certaines valeurs morales? À quoi servent ces élus si ces derniers, finalement, votent des financements en faveur de spectacles dégénérés? Je dirais même plus que dégénérés. Enfin, oui, dégénérés, c'est déjà l'aspect le plus grave. Mais en fait, profondément antisociaux, parce que voilà, on parle effectivement de racisme anti-blanc, etc. C'est le cas, enfin, clairement. Mais moi, ce que je remarque, c'est vraiment l'aspect antisocial, parce qu'en fait, on finance des spectacles qui participent, si vous voulez, à l'augmentation de la division dans la société. Une société, encore une fois, qui est déjà suffisamment fragmentée comme ça. Donc, à quoi servent ces élus? Soi-disant patriotes ou je sais pas quoi, mais patriotes, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Je veux dire, même des gens de LFI peuvent se prétendre patriotes. Même le député Léo Mans, le fan de Robespierre, peut aussi se prétendre patriote. Ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que toutes ces questions de conservatisme social sont très importantes. Et ça, c'est une erreur très grave du RN. Encore une fois, je ne fais pas forcément cette vidéo pour taper sur le RN. Je veux dire, on leur tape assez dessus comme ça. Mais dans le cas de ces deux élus, il y a quand même un problème. Donc, M. Chenu et M. Jean-Philippe Tanguy. Alors, dans le cas de Chenu, c'est un peu différent. Là, je serais beaucoup moins indulgent avec lui. On sait très bien d'où il vient. Il vient de l'UMP. C'est lui qui avait créé le fameux groupe Gay Lib à l'UMP. Et donc, faut savoir, hein, rappelez-vous quand même bien, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, en 2010-2011, le mariage pour tous, le mariage homosexuel, est déjà dans les cartons. Il est déjà dans les cartons de cette faction homosexuelle de l'UMP. Donc, ça vient déjà de la droite libérale. Maintenant, dans le cas de Jean-Philippe Tanguy, parce que tous les deux, ils font partie clairement du Ceci Squad, enfin du LGBT, du club LGBT du Rassemblement National, hein, très clairement. Mais dans le cas de Jean-Philippe Tanguy, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà pu rencontrer il y a longtemps, il y a 10 ans de ça, à l'époque où il travaillait avec Dupont-Aignan. Et voilà, Jean-Philippe Tanguy, c'est un type très intelligent. C'est quelqu'un de très compétent qui connaît notamment très bien le secteur, l'industrie française, les secteurs stratégiques, etc. C'est quelqu'un qui connaît bien ces dossiers-là, mais par contre, voilà, sur tout le reste, c'est quand même très problématique. Vous savez, vous avez eu cette polémique ces derniers temps, là, il y a une semaine ou deux, c'était il y a une semaine, hein, donc il y a eu ce remaniement et donc cette nomination de Gabriel Attal au poste de ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, vous avez Philippe de Villiers qui a fait un tweet en critiquant la chose, en disant mais attendez, ce type c'est un homosexuel, on le met ministre de l'Éducation nationale, voilà, c'est quand même pas un bon signal. Et vous avez toute la droite libérale et patriote aussi, hein, donc plein de gens du RN, y compris même Bardella, qui ont critiqué de Villiers en disant mais c'est inadmissible, c'est pas correct de s'attaquer comme ça à la sexualité d'un élu ou en tout cas d'un homme politique, même si c'est un adversaire, il faut respecter la vie privée des gens, etc. Mais le problème qui se pose, bien sûr qu'il y a des limites hein, à la vie privée, même pour des homosexuels et compagnie, je veux dire. Comme je le dis souvent, notamment aux gens qui auraient peur de l'avènement d'un État catholique, demain, nous mettons en place un État catholique, bon, on va pas non plus commencer à aller fouiller, on va pas commencer à aller toquer à la porte des gens sur la moindre suspicion qui serait homosexuel pour, voilà. Il y a des limites à la vie privée, hein, au bout d'un moment. Nous, ce qui nous pose problème, c'est justement la diffusion dans la société, la normalisation de l'homosexualité dans la société. Ça, c'est un grave problème. Et c'est ça qui a amené la culture woke, c'est ça que les gens comprennent pas. Là, je crois qu'on fête, entre guillemets. J'ai vu, je sais plus quelqu'un là sur Twitter, célébrer le fait que ça faisait 40 ans que justement on avait dépénalisé officiellement l'homosexualité en France. Et regardez un petit peu le chemin qu'on a fait depuis. Ça, je le dis souvent, hein, mais je veux dire, voilà, on est passé en fait de la décriminalisation ou de la dépénalisation de l'homosexualité en France. On est passé de ça au mariage gay. On est passé du mariage gay à la GPA, PMA et compagnie.
Et on est passé de ça, on est passé à voilà, aujourd'hui, le transsexualisme enseigné à l'école dans tous les sens. On est passé aux opérations chirurgicales sur des gamins de 12 ans, 13 ans, voilà, qu'on manipule complètement pour leur faire croire qu'en fait, ce sont pas vraiment des petits garçons, ce sont en fait des filles, ou ce sont pas des filles, mais ce sont des garçons, et donc on leur fait des opérations absolument, mais barbares, qui donc leur pourrissent la vie, hein, puisque forcément, quelques années plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur et que, grossièrement, leur vie est absolument foutue, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'organes reproductifs fonctionnels, ils ont perdu leur identité biologique réelle. Voilà, c'est comme ça qu'on en est venu là. Donc c'est pour ça que toutes ces questions que les gens appellent pudiquement culturelles, c'est pour ça que toutes ces questions sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo pour responsabiliser notamment les élus du Rassemblement national, qui sont donc a priori ne veulent surtout pas passer pour des conservateurs sociaux, des choses comme ça. Voilà, ils ont une horreur aujourd'hui, ils ont horreur justement de nous autres, hein. Ils ne supportent pas nous autres catholiques qui leur rappelons justement ces choses, qui leur rappelons qu'ils sont censés quand même défendre la loi naturelle et tout ça. Ça leur sort par les oreilles, ils ne supportent pas ça. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve effectivement avec des élus RN qui votent littéralement des crédits pour financer donc ou en tout cas pour subventionner des pièces de théâtre ultra woke, afroféministes, queer, et on se retrouve voilà avec des actrices qui embrochent des poupées de bébés blancs sur scène. Donc vous voyez que tout ça c'est important quand même, c'est quand même important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver évidemment toutes les sources, en tout cas si vous voulez des éléments, hein, tout ça c'est sourcé, hein, je veux dire j'ai fait un article là-dessus sur fsm.capital, vous avez toutes les sources, hein, vous pouvez aller voir la délibération, tout est officiel, il n'y a aucun problème. Et encore mieux, bien sûr, puisque vous voyez à quel point le combat spirituel est très important, et vous vous rendez compte aussi que dans cet aspect-là, la dimension financière du combat est également ultra importante. Et ça, on ne le dit pas assez en France. Aux États-Unis, eux, ils l'ont déjà compris. Hein. Eux, ils comprennent ça. C'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui à faire tomber des grosses boîtes comme Disney, comme Target et compagnie. Eux, ils y arrivent parce que ils ont encore un petit peu cette conscience de la loi naturelle. En France, voilà, on est obsédé par des questions très importantes aussi, hein, mais je veux dire, voilà, on est obsédé par l'immigration, par le grand remplacement et compagnie, et on oublie en fait comment avoir les moyens de se battre. Donc avoir les moyens de se battre, c'est tout d'abord être catholique, et ensuite c'est aussi se préparer de façon structurée, et ça passe aussi par le combat économique. Donc voilà, rejoignez le Fonds Saint-Mathieu, rejoignez-le comme membre pionnier ou comme membre donateur, vous serez membre dans tous les cas, et vous pourrez avoir cette excellente revue du FSM tous les mois, avec des dossiers très importants sur des questions financières et socio-économiques. Voilà, que Dieu vous garde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!